Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de partager ce nouveau webinaire de TLF consacré à la sous-traitance. Et le succès et le nombre des participants montrent que le sujet est très d'actualité. Alors aujourd'hui, vous allez entendre peut-être des choses que vous connaissez, et des rappels, c'est toujours bien, ou peut-être des nouveautés. En tout cas, ce sujet va vous être présenté par l'expert en la matière, Stéphane Marais. Et tout de suite, Stéphane, je vous laisse la parole. Oui, merci Olga. Bienvenue donc sur ce webinaire organisé par l'Union TLF sur la gestion de la sous-traitance transport, sujet qui suscite un intérêt certain vu le nombre de participants ce matin, comme le disait Olga à l'instant. Avant de commencer, peut-être je vais me présenter tout d'abord. Donc, je suis Stéphane Marais, je suis un des fondateurs de CPTL. CPTL, c'est Cap Performance Transport qu'on a créé avec deux autres associés, enfin qu'on a lancé, on va dire, en 2020, puisqu'on l'a créé ensuite en 2021, la structure. Tous spécialistes dans notre domaine. On a créé cette structure. Aujourd'hui, on est 7 consultants, chacun avec nos expertises différentes qui viennent s'additionner. Et donc, on propose des actions et des actions concrètes et faciles à mettre en œuvre pour les entreprises de transport de toute taille. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'accompagner effectivement les PME et les plus grosses entreprises dans leur mise en performance avec des outils simples. On va s'attacher donc à faire un diagnostic de l'entreprise dans un premier temps avec un outil qu'on a déjà préétabli et qui regroupe, enfin qui va chercher dans pas mal de domaines comme la stratégie, l'action commerciale, la rentabilité de l'exploitation, le management du risque, la transformation digitale, enfin bon, voilà, on aborde différents thèmes. Et ce diagnostic nous permet de percevoir la force des faiblesses pour vous accompagner ensuite, si vous le souhaitez, dans quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Voilà. Et bien sûr, on proposera un tarif partenaire Union TLF. Un petit rappel, donc ce webinaire est enregistré pour pouvoir le diffuser sur notre site internet, dans l'espace adhérent. Et nous avons prévu avec Stéphane à la fin 15-20 minutes pour vos questions et réponses évidemment. Exactement. J'allais y venir. Donc, effectivement, ce webinaire donc, qui a été suggéré par Olga, et d'ailleurs, je pense qu'on peut la remercier parce qu'effectivement, c'est un sujet qui a suscité beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Donc, Olga qui m'a demandé d'intervenir pour 3 objectifs. Donc, que vous puissiez bien connaître le cadre réglementaire de la sous-traitance transport, que vous puissiez appréhender les obligations supportées lorsque l'on sous-traite, et découvrir les clés d'une sous-traitance efficiente et performante. Donc, j'ai retenu, pour y répondre à ces objectifs, j'ai retenu une présentation en 4 parties, avec déjà s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on sous-traite, plutôt qu'utiliser son parc propre. Donc, il y a déjà une première interrogation, un peu stratégique à se poser à ce niveau-là. Ensuite, on rentrera sur le cadre juridique de la sous-traitance, les conséquences juridiques à intégrer aussi quand on sous-traite, et puis on finira par les enjeux de la sous-traitance. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire qui va durer à peu près 40 minutes, comme le disait Olga, puisqu'on a prévu un petit temps d'échange à la fin. Donc bon, forcément, je ne rentrerai pas dans le détail de manière très précise, forcément. Mais en tout cas, je vais essayer de vous dresser un tableau le plus exhaustif possible pour que vous ayez une idée claire de tout cela. Voilà. Alors, pourquoi utiliser sous-traiter plutôt qu'utiliser son parc propre? Écoutez, quand on s'interroge, il est indispensable de bien comprendre les objectifs et de cerner les risques pour répondre à cette question. Donc, les objectifs de la sous-traitance, tout d'abord, il y a des objectifs qui sont opérationnels, qui sont financiers, qui sont organisationnels de la sous-traitance. Et effectivement, sous-traiter, ça permet quoi? Ça permet déjà de ne pas immobiliser. Dès qu'on a du parc propre, ça veut dire forcément investir, ça veut dire forcément avoir des coûts de détention, ça veut dire avoir des salariés, donc des salaires à payer tous les mois. Donc voilà, premier objectif de la sous-traitance, pas d'immobilisation, pas d'investissement et une maîtrise de la marge facile puisqu'on va acheter à un prix et revendre à un autre et on connaît notre marge immédiatement. Voilà. Donc c'est vrai qu'un des premiers objectifs de la sous-traitance, il est financier et il est effectivement à ce niveau-là. Ensuite, autre objectif,
qui se rattache à la finance, hein, mais qui est la trésorerie, puisque la sous-traitance va vous permettre de payer votre sous-traitant à 30 jours suivant la date de la prestation, enfin l'émission de sa facture, bien sûr, mais on va dire la date de sa prestation. Là où, effectivement, si vous avez des coûts de détention, vous avez parfois des loyers de véhicules à payer à l'avance, vous avez parfois des salariés à payer à l'avance. Donc voilà, tout ça aussi est quelque chose que vous pouvez envisager dans la sous-traitance. Ça permet de créer un peu un appel d'air dans la trésorerie. Bien sûr, ça vous aide en matière de ressources humaines, parce que, vous le savez, dans le transport, la gestion sociale, c'est une gestion qui est extrêmement compliquée. Et donc, faire appel à un sous-traitant, c'est lui laisser la responsabilité de cette gestion sociale, et que vous n'assumez plus que, entre guillemets, en qualité de donneur d'ordre. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est aussi une façon de se dire, bon, ça limite un peu l'implication de mes équipes sur cette gestion sociale. Voilà. Et dernier objectif que je tiens à signaler parce qu'il est important quand on sous-traite, on peut sous-traiter aussi parce que on veut rester sur ce que j'appelle le core business. Mais effectivement, vous avez des sous-traitants qui sont très spécialisés aujourd'hui sur, alors je dirais presque des clients particuliers, hein. On a des sous-traitants aujourd'hui qui sont spécialistes pour aller livrer une plateforme Amazon parce qu'ils ont passé des accords avec eux, etc. Vous avez aussi des acteurs qui sont spécialisés pour les livraisons en ville. Il y en a aujourd'hui qui se développent là, sur les livraisons en vélo ou en triporteur, etc. Donc c'est vrai qu'il y a de la sous-traitance transport qui se développe de manière un peu particulière dans certains domaines, sur certains départements qui sont difficiles à livrer. Et donc faire appel à un sous-traitant qui connaît parfaitement le domaine, la ville, les clients ou la région, ça peut être aussi un gros avantage de sous-traiter. Ça vous coûtera moins cher que de le faire en propre. Voilà. Ou bénéficier aussi d'une flexibilité maximale. C'est le dernier avantage qu'on peut trouver à la sous-traitance. Voilà. Alors, en balance par rapport à ça, il y a les risques qui sont liés, dont il faut avoir conscience. Quand on se pose la question pourquoi sous-traiter plutôt qu'utiliser son parc propre, bien identifier les risques. Voilà. Donc ces risques, c'est d'abord un risque de qualité, hein, non-respect des consignes spécifiques du client. On va en reparler tout à l'heure. J'insisterai un peu là-dessus parce que pour moi, c'est le point clé dans le transport aujourd'hui qui pose le plus de problèmes. C'est du service client hein, qu'on a en moins parce que on a moins de réactivité. Quand on a le client qui vous appelle, vous n'avez pas le conducteur en direct. Donc il faut appeler le sous-traitant qui appelle son chauffeur. Enfin bon, c'est parfois un peu plus compliqué et une certaine dilution d'informations qui est à craindre quand on sous-traite. Voilà. Ensuite, bien sûr, l'image, à laquelle il faut faire extrêmement attention, hein, puisqu'il y a une connotation très négative de la sous-traitance aujourd'hui. Et puis, tout ce qui est la perte de maîtrise de la chaîne du transport, avec parfois des problématiques de sous-traitance en cascade, de transporteurs étrangers, de risques pour le donneur d'ordre en termes de prix prédateurs, d'infractions aux règles du transport ou du travail, de détournement de fret. Donc voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut bien mesurer. Donc effectivement, notre conseil à ce niveau-là, c'est déjà quand on vous interrogez sur pourquoi est-ce que je vais sous-traiter plutôt qu'utiliser mon parc propre, notre conseil, c'est de savoir quand et pourquoi sous-traiter. Voilà. Sous-traiter, c'est véritablement une stratégie qui est à définir. Donc faites un diagnostic stratégique dans votre organisation. Donc, vous savez, le diagnostic stratégique, par exemple, vous pouvez utiliser cette méthode du SWOT. Donc c'est le force, faiblesse, opportunité, menace. Et alors, je ne vous cache pas que j'y reviendrai un peu aux conclusions, donc ne vous inquiétez pas, on en reparlera. Mais je vous donnerai des idées, effectivement, de ce qu'on peut mettre à l'intérieur de ça. Mais pour vous aider, effectivement, à vous dire, bon, voilà, dans quelles conditions je vais sous-traiter ou pas. Donc voilà, faites véritablement cette analyse stratégique. Et ensuite, partagez-la. Partagez-la avec vos équipes. Faites passer le bon message et partagez-la aussi avec vos clients parce que pour leur faire comprendre l'enjeu et pour leur faire comprendre votre stratégie en la matière. Voilà. Et le mieux, bien sûr, c'est d'avoir des indicateurs sur lesquels s'appuyer pour effectivement décider et piloter cette activité. Donc les indicateurs, vous pouvez en avoir plusieurs, de plusieurs ordres, mais notamment par exemple le taux de remplissage. Voilà. Aujourd'hui, vous pourriez vous dire que dans votre organisation, en fonction de la rentabilité de vos véhicules, si j'ai un taux de remplissage qui est inférieur, je ne sais pas, à 50%, c'est plutôt des lots que je vais sous-traiter, ou alors effectivement des indicateurs de ce style-là qui peuvent vous permettre de vous dire, voilà, j'ai un outil qui me permet de piloter mon exploitation en disant, voilà, passer ce seuil, il vaut mieux sous-traiter que de le faire en propre. Voilà. Vous pouvez aussi avoir d'autres indicateurs comme la vitesse commerciale, bien sûr.
vitesse commerciale qui est, effectivement, on le sait, hein, en transport, ce qui coûte le plus cher, c'est le conducteur, pardon, hein, donc qui représente 30 à 40% du prix du transport aujourd'hui dans un tarif de transport. Donc le temps, c'est de l'argent, et c'est même beaucoup d'argent. Donc la vitesse commerciale, c'est un indicateur que vous pouvez utiliser aussi pour vous dire, voilà, plus je vais passer de temps, plus je vais avoir de temps conducteur à payer. Donc j'ai intérêt à me dire, bon ben voilà, en fonction de ma vitesse commerciale, s'il y a des acteurs qui sont plus spécialisés que moi sur cette zone-là et qui vont plus vite que moi, ben, j'ai plutôt intérêt à sous-traiter plutôt que perdre du temps et donc de l'argent à essayer de le faire. Voilà. Et bien sûr, suivre tout ça en mesurant toujours les marges, donc la marge la marge brute de vos moyens propres, hein, de votre parc, et puis en face de ça, la marge de votre sous-traitance, et ça vous permet effectivement de bien rentabiliser votre activité sur ces deux aspects. Donc voilà la petite introduction que je voulais vous faire sur le pourquoi de la sous-traitance. Et donc maintenant, on va rentrer sur le cadre juridique. Donc, le cadre juridique de la sous-traitance, je vais commencer par un petit rappel utile. En matière de transport, souvenez-vous que les droits et obligations sont déterminés par deux choses qui sont ou l'une ou l'autre, hein, qui sont facultatives. C'est ou vous avez signé un contrat, et donc en matière de transport, c'est votre contrat qui va déterminer vos droits et vos obligations, ou alors vous n'avez pas de contrat, et en transport, on a un mécanisme très particulier, d'ailleurs qu'on ne retrouve qu'en transport dans le droit français, c'est un mécanisme avec un contrat type réglementaire. Voilà. Les contrats types réglementaires, il y en a une dizaine aujourd'hui. Donc vous allez avoir le contrat type commission de transport, vous allez avoir le contrat type sous-traitance, donc forcément je vais vous en parler aujourd'hui, le contrat type location de véhicules avec conducteur, et après vous avez des contrats types qui sont liés à l'activité, hein, donc température dirigée, fonds et valeurs, animaux vivants, les objets indivisibles qui est les convois exceptionnels, le transport de véhicules, les citernes, et le contrat type général quand on n'est dans aucun de ces contrats types spécifiques. Donc ces contrats types, comme je vous le disais, c'est pas une option. Ils s'appliquent de plein droit. C'est comme ça que c'est marqué dans le code des transports, quand il n'y a rien d'écrit. Donc si vous avez un contrat avec, alors on va prendre un sous-traitant puisqu'on va parler de sous-traitance aujourd'hui, mais soit vous avez un contrat avec votre sous-traitant, c'est les dispositions du contrat qui s'appliquent, soit vous n'avez pas de contrat avec ce sous-traitant, c'est les dispositions du contrat type sous-traitance. Voilà. Et donc ces contrats types vont définir de manière très claire les droits et les obligations de chacun en fonction de son statut. Et donc le statut va avoir toute son importance, et donc c'est pour ça qu'il faut être très clair sur le sujet et qu'on va vite voir apparaître une possible interférence, et je veux vous alerter là-dessus quand on fait de la sous-traitance, c'est une alerte sur laquelle j'attire votre attention, parce qu'il y a une interférence entre la sous-traitance et la location de véhicules avec conducteur, qui sont, alors pour être très clair, en pratique, ce sont des situations qui sont strictement identiques. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations opérationnelles où on a un exploitant qui va donner des instructions à un conducteur, elles vont être plus ou moins précises. Il va y avoir des rapports humains sur le quai qui vont se faire au fur et à mesure, qui vont être de plus en plus directs, on va dire. Vous allez mettre en place des facturations forfait plus kilomètres, c'est possible, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais tout ça, mis bout à bout, fait qu'à un moment, on se dit, tiens, mais c'est de la sous-traitance ou de la location? Alors qu'on est dans la même situation opérationnelle, on peut qualifier ça soit de sous-traitance, soit de location. Voilà. Et ce sont deux notions qui sont bien différenciées dans leur objet même, quand on prend le contrat type sous-traitance ou le contrat type location. On voit dans leur objet que la location avec conducteur, c'est quoi? C'est la mise à disposition exclusive d'un moyen. Quand la sous-traitance, c'est confier des opérations de transport à un sous-traitant. Voilà. Alors, on va le voir en termes de les conséquences. Hein. Pourquoi je vous en parle? Parce que les conséquences juridiques de la qualification qu'on va retenir sont extrêmement importantes. Si je prends, j'ai intitulé ça le match en résumé. Quand je prends le contrat type location, qui donne les instructions au conducteur? Alors, dans le contrat type location, on vous explique que le locataire, c'est celui qui utilise le moyen, hein, donc c'est celui qui a le besoin d'un sous-traitant et qui va donc utiliser et qui part sur une location. Voilà. Il ne sait pas ce que c'est, il part sur une location, donc il est locataire,
Et il y a un fournisseur qui arrive et qui est le loueur, qui lui amène un camion avec son transporteur, avec son conducteur dedans, pardon. Qui donne les instructions au conducteur? Dans le contrat type location, on vous explique que c'est le locataire qui donne les instructions au conducteur. Ça va aller jusque, en fait, c'est vous qui assumez quand même la gestion sociale du conducteur. Au moins sur sa journée. Voilà. Parce que le loueur aussi, il va avoir le boulot de la gestion sociale, mais vous savez, sur tout ce qui est le trimestre, le quadrimestre, l'hebdomadaire, enfin bon, voilà. Donc cette gestion sociale qui est extrêmement lourde en transport, là, vous en gardez une partie si vous rentrez dans des schémas de location de véhicules avec conducteur. Ensuite, il y a le respect du code de la route. Alors bien sûr, là, il n'y a pas de débat. Sur le respect du code de la route, c'est le conducteur qui doit respecter le code de la route. La surcharge, sujet intéressant. Si vous prenez demain un véhicule en location chez Avis, enfin je cite personne, mais Hertz, Avis, enfin, peu importe, mais si vous prenez un véhicule en location, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous mettez dedans. C'est pareil en location de véhicule avec conducteur. Donc c'est vous qui êtes responsable de la surcharge. Vous avez loué un véhicule avec sa carte grise, à vous de vous assurer que ça rentre dedans. Voilà. Sur la conformité du véhicule, le loueur doit vous mettre à disposition le véhicule que vous avez demandé. Vous vouliez un Ion, vous vouliez... peu importe, donc là, il n'y a pas de débat non plus. Tiens, un sujet intéressant, les licences. Pourquoi? Parce que quand on est en location de véhicules avec conducteur, qui est le transporteur? Le contrat type location vous explique que le transporteur, c'est le locataire. Donc c'est celui qui a pris la location, c'est l'utilisateur. Donc, si vous êtes transporteur, je vous rappelle, il y a une petite obligation légale qui dit que vous devez être inscrit sur un registre et que vous devez avoir la licence de transporteur. Voilà. Donc, le problématique de la location, et ça c'est un problème, alors pour l'avoir vécu quand j'étais responsable juridique de Kuehne+Nagel plusieurs fois, vous avez des agents de contrôle qui vous arrêtent sur la route et qui vous disent « Bonjour, c'est de la location de véhicule, donc il me faut la licence du locataire ». Plus celle du loueur, puisque bien sûr, quand on est loueur de véhicule, on doit avoir sa licence et être inscrit sur le registre. Donc, dans un véhicule qui est en location de véhicule et conducteur, il doit y avoir 2 licences. Voilà. Donc, c'est compliqué à mettre en œuvre. Enfin, et puis là, du coup, je ne vous cache pas que quand ça part un peu en cacahuète, entre guillemets, l'agent de contrôle qui vous dit « Ah, mais vous n'avez pas la licence de transporteur du locataire », je considère que c'est à ce moment-là l'exercice illégal de l'activité de transporteur routier avec une radiation du registre. Voilà, voilà. Donc, sujet ô combien sensible et ô combien dangereux. Ensuite, la lettre de voiture. Je vous l'ai dit, le transporteur, c'est qui? C'est le locataire. Donc, c'est la lettre de voiture du locataire. Qui assume la responsabilité en tant que transporteur? Mais je vous l'ai déjà dit, c'est le locataire qui est le transporteur. Donc, à ce moment-là, celui qui met à disposition son camion avec son chauffeur n'est pas responsable des marchandises. Voilà. Et dernier point qui est indiqué comme ça dans le contrat type location, c'est qu'en plus, c'est le locataire qui doit veiller à ce que le protocole de sécurité soit respecté par le conducteur de son loueur. Donc je ne vous cache pas que c'est un statut... alors le statut de la location avec conducteur, ça peut s'expliquer dans certaines situations de transport qui sont un peu spécifiques, tout ce qui est BTP, où vous avez des toupies, ou tout ce qui est... macadam, quand ils font des autoroutes ou des choses comme ça, je comprends tout à fait que ça rentre dans un cadre de location de véhicules avec conducteur où on va utiliser le chauffeur pendant 3 jours, une semaine, enfin voilà, et cas dans lequel il n'y a qu'un seul donneur d'ordre, c'est le locataire. Maintenant, quand on est dans des activités plus générales comme celles que... pour avoir vu rapidement la liste des participants, effectivement, je considère que c'est des choses qui sont un peu plus générales, vous rentrez beaucoup moins dans ce cadre-là de la sous-traitance avec mise à disposition exclusive d'un moyen, véhicule plus conducteur, que pour vous pendant le temps de... Voilà. Alors, pour finir le match avec la sous-traitance, ça va aller très vite, puisque la sous-traitance, qui donne les instructions au conducteur, c'est son patron, c'est le sous-traitant qui donne les instructions, même si ça ne vous empêche pas sur le quai de préciser certaines choses, etc. C'est pour ça que je vous disais, les deux situations sont très confuses et se ressemblent. En pratique, il n'y a pas de différence, mais en droit, il y en a énormément. C'est le sous-traitant qui doit respecter le code de la route, c'est le sous-traitant qui est responsable de la surcharge. Alors vous allez me dire, oui, mais on en parlera tout à l'heure. C'est le sous-traitant qui est responsable de mettre à disposition un véhicule conforme, c'est le sous-traitant qui a sa licence de transporteur, c'est lui le transporteur, donc c'est lui qui fait la lettre de voiture et qui assume les responsabilités. Et bien sûr, c'est lui
qui doit mettre en place son protocole de sécurité avec les entreprises dans lesquelles il se présente. Voilà. Donc voilà, très synthétiquement, la différence sur ces points majeurs entre la location et la sous-traitance. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement important à avoir en tête. Quand on fait ce diagnostic-là, et en tout cas cette analyse-là, il faut vraiment se dire, OK, il faut à tout prix éviter le contrat type de location de véhicules à conducteur qui mélange véritablement les responsabilités de tout le monde. Alors, maintenant, je vais parler un peu plus du contrat type sous-traitance, puisqu'on est sur un webinaire sur la sous-traitance. Je ne vais pas parler plus que ça de la location maintenant. Donc la sous-traitance, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, à défaut de contrat, c'est un contrat type qui va s'appliquer. Et il y a un contrat type sous-traitance, donc il est en bleu là parce que vous aurez le lien. Alors, effectivement, on ne vous l'a pas dit, mais cette présentation donc, sera téléchargeable, je pense, gars, sur le site de l'Union TLF pour les participants. Et donc, vous pourrez récupérer le fichier PDF avec tous les liens qui sont actifs. Hein. Donc, si vous cliquez sur le contrat type sous-traitance, vous aurez accès à un document qui, ma foi, n'est pas complètement illisible. Hein. Le contrat type sous-traitance, ce sont 14 articles, donc ce n'est pas le bout du monde non plus. Ça fait, je l'ai imprimé ce matin, ça fait 8 pages. Donc voilà, donc c'est quelque chose d'assez simple à lire, et c'est quelque chose qui vient déjà préciser de manière très claire les obligations et les droits du transporteur, du transporteur sous-traitant maintenant, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, et de alors ce que le contrat type appelle l'opérateur de transport, celui qui confie l'opération au sous-traitant. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas encore pratiqué, ce contrat type, je vous inviterai à cliquer sur le lien quand vous aurez récupéré le fichier. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le contrat type sous-traitance? Alors, on retrouve déjà effectivement tout ce qui est l'objet, les définitions, etc. Je passe rapidement là-dessus. On passe aussi le fait, dans les obligations, que le sous-traitant doit fournir tous les documents de lutte contre le travail dissimulé. Vous savez, la fameuse attestation URSSAF avec le CABIS, etc. Donc, le devoir de vigilance que vous avez. Donc là, effectivement, on lit dans le contrat type sous-traitance que c'est au sous-traitant de vous les fournir. Même si vous devez les demander, il doit vous les fournir, et ça, tous les 6 mois. Bon, ok, très bien. L'article 4 du contrat type sous-traitance, c'est tout ce qui est modalité d'organisation du service par l'opérateur de transport. Donc, est-ce que vous demandez un taux de qualité spécifique? Bon, ce sera spécifié ailleurs. Les spécificités des missions que vous voulez confier, vous pouvez tout à fait envisager de demander à votre sous-traitant de la géolocalisation, des PDA, enfin bon, tout ça, c'est prévu dans le contrat type, avec des petites dispositions qui vous disent de préciser ce que vous mettez en place, ce qui doit vous rendre, dans quel état il le prend, enfin bon, tout ce genre de petites choses. Ensuite, on trouve un point important, l'article 5, qui sont les droits et les obligations du sous-traitant. Et alors, dans les droits et obligations, on va se dire 2-3 choses. La première chose, c'est que le sous-traitant, il a le libre choix de ses moyens. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de lui imposer une marque de véhicule, on n'a pas le droit de lui imposer ce genre de choses-là. On n'a pas le droit de lui imposer de porter des couleurs. Alors, on peut lui demander, mais on n'a pas le droit de lui imposer. Voilà. Donc, le sous-traitant est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Par contre, point essentiel sur lequel j'attire votre attention, c'est l'interdiction de sous-traitance. C'est indiqué comme ça, je vais vous le dire, parce que ça fait du bien de temps en temps de les entendre, ces contrats types, pour voir que ce n'est pas complètement illisible. Ça nous dit quoi? Dans l'article 5.3 du contrat type sous-traitance, le sous-traitant accomplit personnellement le transport. Il lui est interdit de sous-traiter à un tiers tout ou partie des opérations, sauf accord préalable écrit de l'opérateur de transport. Opération par opération, ou en cas de circonstances indépendantes de la volonté des parties, etc. etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit que le sous-traitant a interdiction de sous-traiter. Voilà. Donc ça, je sais que c'est un sujet qui souvent fait du clash entre les sous-traitants et les opérateurs de transport donneurs d'ordre, parce que le sous-traitant va vous dire « Ah oui, mais moi j'ai le droit de sous-traiter ». Et là où, effectivement, vous lui répondrez « Non, non, mais même dans le contrat type sous-traitance, c'est indiqué que tu as le droit de sous-traiter à condition que je sois d'accord et de m'avoir prévenu à l'avance. » Voilà. Et s'il ne respecte pas cette obligation, je vais aller plus loin,
C'est toujours dans le 5.4 cette fois-ci, la violation de l'interdiction assimilable au dol, donc le dol c'est la faute la plus grave qui existe en droit, justifie la rupture immédiate des relations contractuelles sans mise en demeure préalable ni indemnité, et la réparation intégrale du préjudice en résultant. Bon, ça, ok. Donc ça veut dire déjà que vous pouvez arrêter du jour au lendemain avec un sous-traitant juste parce qu'il a sous-traité sans votre autorisation. Et en outre, l'opérateur de transport est fondé à ne pas payer à son co-contractant le prix du transport initialement convenu. Voilà. Donc en plus, vous ne pouvez ne pas le payer. Alors, j'ai mis un point d'alerte là-dessus parce que, ouais, le contrat type vous dit vous avez le droit de ne pas le payer. J'ai tendance à être un peu plus prudent parce que vous avez quand même le code de commerce qui vous dit que les paiements des prestations des factures de transport doivent être faits dans les 30 jours suivant la date d'émission de la facture et que si on ne le respecte pas, c'est 2 millions d'euros d'amende. Donc il faut être un peu... Il faut utiliser ces articles-là avec parcimonie. Mais voilà, c'est des choses qui sont intéressantes quand même à manipuler parce que souvent, moi j'ai eu le cas des sous-traitants qui se disent en droit de pouvoir sous-traiter, etc. Non, pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Donc il faut bien leur faire comprendre que ce n'est pas du tout le cas. Autre chose qui sont intéressantes qu'on peut trouver, c'est dans l'article 9, l'obligation pour le sous-traitant d'être loyal. La loyauté du sous-traitant, donc c'est le fait qu'il n'a pas le droit de démarcher un client ou l'expéditeur ou le destinataire sur une ligne sur laquelle vous l'avez mis. Voilà. Donc c'est des choses qui sont marquées noir sur blanc. Alors on ne dit pas ce qui se passe s'il ne le respecte pas, mais au moins déjà c'est écrit comme quoi il ne doit pas le faire. Voilà. Dans les obligations, ensuite, on trouve bien sûr le fait que le sous-traitant assume la responsabilité de transporteur, donc c'est lui qui est le transporteur dans l'opération de transport. Voilà. Autre point sur lequel j'attire votre attention, qu'on retrouve, alors aujourd'hui, ça a été intégré dans tous les contrats types que je vous ai cités tout à l'heure, donc il n'y a pas de débat là-dessus. Mais en gros, quand on est en relation avec un sous-traitant, que ce soit, allez, je vais le dire, vous faites du spot, mais tous les jours et depuis plusieurs mois, même si c'est de l'affrètement ponctuel à l'ordre d'affrètement spot, à partir du moment où vous avez une relation contractuelle établie avec un sous-traitant, vous rentrez dans le cadre du contrat type sous-traitance. Donc, vous rentrez dans le cadre d'une relation suivie établie avec l'obligation, si vous voulez arrêter, de mettre en place un préavis. Voilà. Et donc, ce préavis, vous voyez, il est en fonction de la durée de la relation que vous avez avec votre sous-traitant. Donc, si vous avez 6 mois de relation, moins de 6 mois de relation avec un sous-traitant, c'est 1 mois de préavis. Donc, pendant 1 mois, vous devez lui confier la même quantité, le même volume, le même chiffre d'affaires de prestations pendant 1 mois. Voilà. Et puis après, vous voyez, ça se décline 6 mois, 1 an à 3 ans, plus de 3 ans. Voilà. Donc, c'est au maximum 6 mois de préavis quand ça fait des relations qui durent depuis des années. Voilà. Donc là aussi, alors, c'est un préavis qu'il faut respecter, bien sûr, quand il n'y a aucune raison de rompre le contrat pour faute ou pour des manquements répétés à des obligations. Mais je dirais, dans la grande majorité des cas, pour l'avoir vu aussi, c'est oui, mais de toute façon, c'est un spot, donc on peut arrêter du jour au lendemain. Non. À partir du moment où ça fait un certain temps que vous avez des relations avec lui, pensez bien que vous allez devoir continuer à lui confier ces mêmes prestations, garantir l'équilibre économique, c'est comme ça que c'est indiqué, pendant cette durée-là, pendant la durée du préavis. Voilà. Juste pour que ça vous marque un peu les esprits, il y a quelques mois en arrière, quand on parlait de ça dans les jurisprudences et qu'on parlait du respect du préavis, on disait les titres, c'était qui veut gagner des millions, vous voyez. Parce que ça conduit les sous-traitants à faire des demandes qui sont très, très conséquentes quand on ne respecte pas les préavis. Donc là aussi. Alors c'est valable pour vous, opérateur, quand vous voulez résilier avec un sous-traitant, ou c'est valable pour vous, sous-traitant, quand vous voulez résilier avec votre opérateur. Voilà. Le délai est le même à respecter pour tout le monde. Donc voilà le cadre juridique que je voulais vous présenter. Donc le contrat type sous-traitance qui définit certaines choses. À défaut de contrat, si vous avez un contrat, bien sûr, ça change la donne. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, notre conseil chez CPTL, c'est effectivement de contractualiser la sous-traitance pour éviter, alors déjà pour préciser les choses, mais aussi pour éviter le piège de la requalification. Alors très rapidement, la requalification, c'est quoi? C'est la possibilité pour les juges de dire non, non, ça c'est pas un contrat de location là. Vu ce que j'entends, vu ce que je vois, c'est pas un contrat de location, c'est un contrat, c'est pas un contrat de sous-traitance, c'est un contrat de location justement. Et donc, ah bon, mais pourquoi vous retenez ça? Alors le juge, il a un faisceau d'indices, et il va dire, parce que premier indice que retiennent les juges, c'est l'exclusivité. Donc si vous travaillez en exclusivité avec un sous-traitant, sachez que le risque existe. Voilà.
Donc déjà, première chose, c'est l'exclusivité. Le juge se pose la première question. La deuxième, ça va être les modalités de facturation. Ah, j'ai un fixe plus un variable kilomètre. Ah, effectivement, ça fait penser à la location, hein, comme quand vous allez chez un loueur de véhicules. Donc voilà, avoir ça en tête, c'est dans les faisceaux d'indices. Après, on va avoir aussi tout ce qui est, bien sûr, les couleurs. Alors, j'ai pas de problème avec les couleurs, hein, vous avez tout à fait le droit de demander à un sous-traitant de porter vos couleurs. Mais ce que je vous invite à faire, à ce moment-là, c'est de mettre en place un contrat de publicité. Voilà. Parce qu'au moins, le juge, il se dira, OK, c'est cadré. C'est cadré, on sait qui paye la mise aux couleurs, on sait qui fournit les vêtements, on sait qui les lave, enfin, peu importe ce que vous mettez en place derrière, mais au moins, c'est cadré. Voilà. Et puis on sait aussi qui remet la mise à blanc des matériels de sous-traitants à la fin du contrat. Voilà. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles je vous invite. C'est pareil quand vous avez des sous-traitants qui laissent leur véhicule chez vous. Si vous avez des sous-traitants qui laissent leur véhicule chez vous, mettez en place des contrats de parking. Je vous invite à le faire, déjà pour une raison de requalification, parce que est-ce que c'est une mise à disposition exclusive vu qu'il reste chez vous? Ah, peut-être. Mais aussi pour des raisons d'assurance. Ah, et le camion il a été volé sur le parc le week-end, qui est responsable? Voilà. Donc mettez en place ça. Ça peut être des contrats gratuits, mais mettez en place ce genre de cadre pour vraiment vous protéger et vraiment, enfin, ouais, c'est du risk management, hein, c'est simplement de la gestion du risque en bon père de famille, hein, de tout ça. Voilà. Donc voilà, donc effectivement, contractualiser pour prévoir les choses. Contractualiser aussi pour définir les prestations attendues. Alors ça, c'est quelque chose sur lesquels, effectivement, j'insiste un peu parce que dans le transport, souvent, il y a beaucoup de non-dits, hein, comme on en parlait avec Olga la dernière fois, et ça va vous revenir comme un boomerang. Le fait de se dire, ouais, mais c'est bon, tout le monde sait que chez tel destinataire, il faut vider le camion. Tout le monde sait qu'on fait l'échange des palettes. Bon, tout le monde sait qu'on attend des heures et des heures sur telle plateforme. Non, non, ne vous mettez pas ça en tête. Et je vous promets, pour l'avoir vécu je ne sais combien de fois, que perdre un quart d'heure à discuter avec un sous-traitant parce qu'il n'a pas envie de le faire, parce que... voilà. Mais prendre le temps de le faire, à bien lui expliquer tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il doit amener, je ne sais pas, il doit venir avec des sangles, il doit... Voilà. Prendre le temps de le faire, c'est s'éviter des problèmes qui durent des jours, des mois et des années derrière quand il y a un litige. Voilà. Donc, sincèrement, il vaut mieux que tout soit bien cadré, bien clair, bien écrit, et là, vous êtes tranquille derrière. Et donc, bien vérifier, bien sûr, veiller à ce que les opérations et les opérationnels aient bien connaissance des contrats mis en place, pour que derrière, tout roule parfaitement. Comment contractualiser? Contractualiser avec l'ordre d'affrètement, c'est la manière la plus simple de contractualiser. Vous pouvez contractualiser avec un cahier des charges, qui déjà est un peu plus précis et effectivement, qui aide un peu plus. Et puis après, vous pouvez mettre en place tout ce qui est charte ou contrat cadre. Donc, il y a différents niveaux de contractualisation. Il n'y a pas de mieux et de moins bien. Chacun fait comme il le souhaite. Mais effectivement, pensez à bien poser par écrit. Alors, pourquoi poser par écrit? On va le voir aussi. Ça rentre dans les conséquences juridiques qui sont inhérentes, hein, quand on sous-traite. C'est qu'en fait, on devient commissionnaire de transport. Voilà. Quand on devient commissionnaire de transport, on a l'obligation, on va le voir tout à l'heure, en fait, votre obligation vis-à-vis de votre client, ça va être de bien organiser pour que tout se passe bien. Alors, dès qu'on l'a dit comme ça, effectivement, il faut tout prendre en compte. Et donc, effectivement, le fait que je dois passer les bonnes instructions aux transporteurs sous-traitants. Voilà. Alors, déjà, pour attaquer sur le statut de commissionnaire, rappelez-vous que commissionnaire, c'est un statut réglementé. Il faut être inscrit sur un registre pour être commissionnaire. Alors, on avait dit tout à l'heure, il faut être inscrit sur un registre pour être transporteur. Il y a un autre registre pour être commissionnaire de transport. Alors, c'est un peu les mêmes conditions, hein, pour être inscrit. Mais, donc pour le coup, on peut se poser la question, est-ce qu'un transporteur, quand je suis inscrit uniquement au registre des transporteurs, est-ce que j'ai le droit de sous-traiter? Alors, oui, vous avez le droit. Oui, le transporteur sous-traitant, il a le droit potentiellement, d'un point de vue administratif, de sous-traiter, mais dans la limite de 15% de son chiffre d'affaires, sans être inscrit au registre des commissionnaires. Alors, si je combine ça avec ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'il avait l'interdiction de sous-traiter, comment je combine tout ça? C'est très simple. D'un point de vue administratif,
d'un point de vue vis-à-vis du préfet. Alors, soyons clairs. Et du préfet, un transporteur qui n'est pas inscrit au registre des commissionnaires a le droit de sous-traiter et donc de prendre la casquette commissionnaire. Il a le droit de le faire dans la limite de 15% de son chiffre d'affaires. Ça, c'est vis-à-vis du préfet. Maintenant, vis-à-vis du client, bah, il a le droit de le faire, mais à condition d'avoir l'accord du client. Alors, quand je dis du client, c'est quand on est dans la sous-traitance transport. Hein, donc, c'est un autre transporteur qui lui confie une opération. Donc, j'espère avoir été clair là-dessus. Donc, effectivement, le statut de commissionnaire, c'est un statut un peu particulier, mais tout transporteur peut avoir cette casquette-là, dès lors qu'il reste dans la limite de 15% de son chiffre d'affaires. Alors, quand on parle des obligations ensuite du commissionnaire, puisque avoir ce statut de commissionnaire, ben, ça veut dire avoir des obligations derrière. C'est quoi les obligations, les grandes obligations du commissionnaire? Ben, c'est, comme je vous le disais, tout bien mettre en place pour que le transport soit bien organisé et que tout se passe bien. Bon, ok. Mais quand on a dit ça, ça se concrétise comment? Ben, en droit, ça se concrétise par le devoir de conseil. Vous avez l'obligation de conseiller votre client sur comment organiser, sur les assurances à mettre en place. Est-ce qu'on met en place une ad valorem? Est-ce qu'on préfère une valeur déclarée? Est-ce que les documents que vous avez transmis correspondent à ce que vous m'avez dit? Est-ce que, enfin voilà. Donc vérifier un certain nombre de choses et effectivement devoir de conseil sur l'organisation du transport. Un exemple tout bête qui peut arriver en ce moment, je transporte du chocolat, il fait chaud, il fait froid, bon, on va prendre de la semi-frigorifique, monsieur le client. Voilà. Ça peut être aussi, vous êtes en période un peu de fête, de choses comme ça, vous avez du champagne ou des matériels un peu chers, monsieur le client, on met en place une aide valorem. Avec des fourgons, avec des arrêts sur les parkings sécurisés, avec, enfin oui, donc on peut mettre en place derrière. Mais en gros, c'est à vous, commissionnaire, bah, de vous assurer que tout va bien se passer pour votre client. Ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point essentiel des obligations du commissionnaire, ça va être de sélectionner un transporteur, un sous-traitant habilité. Sélectionner un sous-traitant habilité, ça veut dire sélectionner un transporteur qui est inscrit au registre déjà pour commencer. Voilà. Et donc, vérifier cette partie-là. Systématiquement, dès lors que vous voulez sous-traiter, vérifiez bien qu'il est inscrit au registre. Je vous rappelle, le registre, il est disponible sur Internet. Vous tapez registre transporteur, vous l'avez en direct sur Internet. Hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vérifier ça. Ensuite, autre obligation du commissionnaire, de transmettre les instructions de son client au sous-traitant, de suivre l'opération. Donc ça veut dire de suivre l'opération, ça veut dire d'avoir un suivi et de remonter régulièrement dès lors qu'il y a un incident, dès lors qu'il y a un problème, le remonter à son client. Voilà. Et s'assurer que le contrat a bien été exécuté, la bonne fin du contrat. Le tout avec une obligation de résultat. Alors, je ne vais pas vous faire un très grand cours sur l'obligation de résultat, mais sachez que l'obligation de résultat, ce n'est pas l'idée qu'on s'en fait de plus en plus, je trouve, dans le monde du transport. Ce n'est pas le fait, l'obligation de sortir du résultat. Non, ce n'est pas ça. L'obligation de résultat, c'est pas quoi qu'il en coûte, je dois atteindre le résultat. Non, c'est pas ça non plus. L'obligation de résultat, c'est simplement un mode de preuve devant le tribunal. C'est-à-dire que quand j'ai une obligation de résultat, je suis présumé coupable, comme aux États-Unis. Donc si je suis présumé coupable, c'est à moi de sortir les éléments comme quoi je suis innocent. Voilà. Donc si on parle là de vos obligations, devoir de conseil, sélectionner le sous-traitant, transmettre les... Comment est-ce que vous prouvez que vous avez respecté les instructions de votre client? Ah, vous allez me dire, ça passe par l'écrit. Bah voilà. Vous avez tout compris. En gros, aujourd'hui, l'obligation du commissionnaire, ça va être un peu administratif, ça va être d'écrire les choses pour effectivement dire qu'on a validé certaines choses avec le client, que ce soit le poids, que ce soit les conditions d'exécution, les parkings sécurisés, comme dont je vous parlais tout à l'heure, ce genre de choses. On l'a mis par écrit. Et derrière, je transmets les instructions par écrit au sous-traitant, les mêmes instructions. Et là, vous avez fait votre boulot de commissionnaire. Voilà. Quand on est commissionnaire dans le contrat type commission de transport, que je vous ai mis là aussi en lien en dessous, vous allez voir que vous avez vous supportez deux responsabilités différentes. Une responsabilité pour vos fautes personnelles, c'est-à-dire que si vous avez commis une boulette qui a fait que la marchandise est perdue, il y a une responsabilité associée à ce statut-là. Et vous êtes responsable des fautes du sous-traitant, du transporteur. Et à ce moment-là, quand c'est une faute du transporteur qui a conduit au dommage, vous n'êtes ni plus ni moins responsable que le transporteur sous-traitant. Donc ça, c'est le statut commissionnaire. Et quand on sous-traite, on est aussi donneur d'ordre.
Alors, donneur d'ordre, c'est un statut qui est apparu dans les textes, au début dans le code de la route, et puis après, ça s'est un peu arrivé, c'est arrivé dans la partie code des transports. Donc, aujourd'hui, quand vous êtes donneur d'ordre, vous êtes responsable de la fausse déclaration de poids qui entraîne une surcharge dans le camion. Ça, c'est 1 500 € d'amende, R121.4 du code de la route. Alors, pour vous dire la phrase, parce qu'elle est intéressante, le fait pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre. Voilà, c'est ces parties-là qui sont concernées par cette responsabilité. Donc vous avez vu, c'est large. Hein. Voilà. Donc le fait qu'une de ces parties fasse une fausse déclaration de poids, c'est 1 500 € d'amende pour cette partie-là. Le fait de donner des ordres incompatibles. Alors, je ne vous lirai pas le R121.5, vous pourriez aller le voir aussi, le lien est indiqué juste à côté, mais le R121.5 du code de la route, c'est, si je le résume, le fait que vous devez respecter le temps de service. Donc le temps de service en France, c'est 12 heures de temps de service, voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais la nuit, c'est 10 heures. Ok, effectivement. Mais voilà, on retient 12 heures de temps de service. Quand je suis donneur d'ordre, je dois donner des ordres qui sont compatibles avec cette durée-là. Et après, le deuxième article qui est cité, c'est la conduite journalière dans les véhicules de plus de 3,5 tonnes, donc le respect de la RSE. Donc la conduite journalière, 9 heures, 10 heures 2 fois par semaine. Voilà. Donc quand vous êtes donneur d'ordre, vous devez impérativement donner des ordres qui soient compatibles avec ça. 12 heures de temps de service et 9 heures de temps de conduite. Donc ça aussi, hein, veillez à ce que les équipes soient formées quand ils donnent des instructions aux transporteurs. Ensuite, je ne peux que vous parler du développement qu'on a dans les textes aujourd'hui. Et là, on rentre dans le code des transports, où effectivement, dans le code des transports, on vous dit aujourd'hui, tous ces acteurs-là sont responsables du respect des conditions de travail et de sécurité. Donc là, vous voyez, ça devient beaucoup plus large et on peut englober beaucoup plus de choses. Bon, là aussi, donc, en gros, quand on sous-traite, il faut être prudent. S'il y a un sous-traitant qui vous dit non, je ne peux pas le faire parce que, je ne sais pas, il a dépassé ses horaires hebdomadaires ou il a dépassé, il vaut mieux essayer de trouver une autre solution, quoi. Voilà, très clairement. Voilà. Quand on est donneur d'ordre, on est responsable aussi de tout ce qui est, alors, quand on va travailler avec des transporteurs étrangers, les règles du cabotage. Et là aussi, c'est la petite nouveauté du paquet mobilité. Là, on en parlait avec Olga la dernière fois, c'est que avant, votre responsabilité elle se limitait à je n'ai pas le droit de donner plus de 3 opérations à un sous-traitant étranger pour le même tracteur par période de 7 jours. Bon, ça, c'était la règle avant. Ça a été supprimé du Code des transports l'année dernière. Et depuis, on ne sait pas trop dans quel régime on tombe. En gros, dans le paquet mobilité, on vous dit que tous les acteurs sont responsables du respect du cadre légal imposé par le paquet mobilité. Voilà. Donc, bon courage, bonne journée. Bon, après, il faut être rassurant par rapport à ça, parce que tout ce qui est pénal, il n'y a pas de peine sans texte. Donc, s'il n'y a pas des choses précises qui vous concernent, normalement, vous n'êtes pas condamnable. Donc, toujours être prudent et en même temps, pas s'inquiéter outre mesure quand on veut sous-traiter. C'est pas non plus un coup près qui va vous tomber dessus systématiquement. Et dès qu'on parle de transporteurs étrangers, bien sûr, les règles du détachement, avec maintenant l'attestation de détachement pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes. Donc celle-là, elle reste dans le CIPSI du ministère du Travail. Et puis vous avez la déclaration de détachement pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, qui là est dans IMI, qui est le logiciel informatique européen. Donc voilà, il faut avoir d'un côté soit l'accusé de réception pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, soit l'attestation CIPSI pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes. Donc voilà sur les obligations du donneur d'ordre. Donc c'est en très résumé, mais vous les avez toutes. Hein. Donc n'hésitez pas à aller consulter les textes. Donc notre conseil là-dessus, c'est toujours bien contrôler sa sous-traitance, mais sans ingérence. Voilà. Donc du contrôle administratif, bien contrôler les licences, attestation URSSAF, le devoir de vigilance, et du contrôle administratif qui passe par le contrat, avec tout ce qui est les règles de facturation et le pied de facture gasoil. Voilà. Et ensuite, le contrôle opérationnel avec les instructions claires, les suivis des marchandises, les recommandations à donner, tout ce qui est aussi document de bord, protocole de sécurité, c'est-à-dire voilà, essayer de rentrer un peu dans tout ce qui est véritablement ce contrôle opérationnel qui, sans que ce soit de l'ingérence, hein, c'est toujours pareil. Où est la limite? Elle est toujours difficile à trouver. Voilà, on parlait l'autre jour des permis, par exemple. Est-ce que j'ai le droit de vérifier le permis d'un conducteur qui se présente chez moi? Ou est-ce que j'ai l'obligation de le faire? Alors, l'obligation, certainement pas. Le droit, oui, vous avez le droit, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez, à la limite. Hein.
Mais à partir du moment où vous vérifiez les permis, bah, peut-être qu'on va vous dire, ah oui, mais si vous les vérifiez, vous devez les vérifier à chaque fois, parce que sinon vous étiez au courant qu'il n'avait plus son permis, ou que, enfin, voilà. Donc, c'est des choses sur lesquelles je suis plutôt prudent. Voilà, donc pourquoi pas faire du contrôle aléatoire, machin, mais ne systématisez, enfin, moi, c'est mon conseil, hein, mais ne systématisez pas ce genre de pratique, parce que si un jour il y en a un qui passe à travers, ça pourra vous être reproché. Voilà. Donc voilà. Et bien sûr, avoir des preuves du contrôle effectué des ordres donnés, puisque obligation de résultat oblige. Voilà. Donc pour finir ce petit séminaire sur la sous-traitance, donc bah, vous voyez, je vous avais parlé un peu tout à l'heure de votre diagnostic. Pourquoi sous-traiter quand on se pose la question, faire un diagnostic stratégique. Bah, là, je vais vous donner des éléments pour le remplir maintenant, qui sont les enjeux de la sous-traitance. Alors je vais commencer par les menaces. Pourquoi? Bah, parce que souvent dans vos contrats clients, attention à vos contrats clients, souvent vous avez une clause qui vous interdit de sous-traiter déjà. Voilà. Donc commencez par ça. Commencez par vous dire si je dois me poser la question est-ce que je sous-traite ou pas, commencez par aller voir vos contrats clients. Parce que si vous avez l'interdiction de sous-traiter, ça va être compliqué. Alors après, rien n'empêche d'aller voir vos clients et d'aller négocier, mais je vous invite à le faire, parce que si vous avez l'interdiction de le faire et que vous le faites quand même, si un jour il y a un problème, forcément, vous allez me dire, il va y avoir un souci. Voilà. Donc attention à ça, et puis attention forcément à l'image que ça véhicule derrière, hein, quand vous allez parler de sous-traitance avec vos clients. Bien sûr, faites très attention quand vous voulez sous-traiter au détournement de fret. Donc, vérifiez systématiquement et de manière précise votre sous-traitant. C'est tous ceux qu'on trouve sur les bourses de fret. C'est pas parce que la bourse de fret s'appelle, sans la citer, celle que vous connaissez tous, que le sous-traitant, on a vérifié tous ses papiers, etc. Non, non, c'est pas vrai. Donc, c'est à vous de le faire. C'est votre boulot de commissionnaire quand vous êtes donneur d'ordre. Donc, c'est à vous de le faire. Voilà. Donc, il faut aller vérifier le registre, il faut vérifier où est le siège de la société, il faut vérifier le nombre de licences qu'ils ont, enfin, pour être sûr que, OK, on est dans le match, on est dans le cadre. Parce qu'un camion qui disparaît, je peux vous promettre que c'est difficile à gérer avec son client. Voilà. Bien sûr, en menace, hein, donc tout ce qui est les causes exogènes et les externes, bah, c'est le non-respect du contrat client par votre sous-traitant. Voilà. Parce que vous avez un contrat avec votre client, donc forcément, vous avez des cahiers des charges, vous avez des choses qui sont précises. Si votre sous-traitant n'est pas au courant, il ne va pas le respecter, et donc vous n'avez pas respecté vos obligations. Et toujours attention au protocole de sécurité, parce que dans vos contrats avec vos clients, vous allez avoir la clause comme quoi vous devez transmettre, vous devez respecter le protocole de sécurité. Donc si vous sous-traitez, comment est-ce que vous gérez ça? Voilà. Mais en face de ça, bah, il y a des opportunités, parce que bah, effectivement, vous mettez en place une relation avec vos sous-traitants, qui va vous permettre, bah, vous, de gagner un peu plus, hein, parce que si vous le mettez en place, c'est que vous avez vérifié que ça va rapporter quelque chose. Ça va vous permettre aussi bah, de faire gagner quelque chose à votre sous-traitant, puisque lui, quelque part, il prend des parts de marché. Et puis, ça peut permettre aux clients aussi de gagner de la qualité de service, quand on parlait de certaines zones ou de certains core business ou de choses comme ça. Donc voilà, donc c'est à réfléchir et voir si vous pouvez faire du win-win-win. Donc voilà. Et ensuite, dans les opportunités, bah, effectivement, mettre en place une relation de partenaire avec votre sous-traitant. Je vais en reparler juste après, mais avec les objectifs de disponibilité et de qualité qu'on peut attendre d'une relation de sous-traitance. Dans les forces, bah, effectivement, la rentabilité, hein. L'idée, c'est quoi? Bah, c'est qu'en interne, ça vous apporte de la rentabilité avec de la maîtrise de la marge, de la trésorerie, un appel d'air de trésorerie avec plus de flexibilité. Et puis dans les faiblesses, alors, bon, je ne voudrais pas trop dépasser parce qu'effectivement, je vois que j'ai légèrement dépassé les 45 minutes. Mais dans les faiblesses, effectivement, il faut savoir se prémunir de la cascade. Donc, on le disait tout à l'heure, première façon de se prémunir, c'est de rappeler que dans le contrat type sous-traitance, le sous-traitant a interdiction de sous-traiter. Donc, voilà. Mais parce que les conséquences et les risques sont lesquels derrière, bah, c'est que votre sous-traitant, vous faites appel à un sous-traitant qui sous-traite à son tour, et votre sous-traitant ne paye pas son sous-traitant finalement au bout de la chaîne. Bah, ce transporteur-là qui a réalisé la prestation, il a un petit article dans le code de commerce qui lui dit L132.8, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur, et l'expéditeur et le destinataire sont garants du paiement du transporteur. Donc le dernier sous-traitant qui a réalisé l'opération de transport peut aller voir, et il y en a un des deux qui sera votre client là-dedans, l'expéditeur et le destinataire, pour lui dire j'ai pas été payé, je vais te payer. Donc vous, ça se trouve, vous allez déjà payer votre sous-traitant qui, lui, n'a pas payé le sien, et vous allez voir votre client qui va venir vous voir en vous disant c'est quoi cette facture qui n'a pas été payée au sous-traitant qui est arrivé chez le destinataire?
Voilà. Et donc, vous allez vous retrouver à payer 2 fois le prix du transport. Enfin, c'est comme ça que ça se finit, en général. Dans la relation commerciale, je vous invite à me croire, c'est en général le client qui a raison. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles il faut être. Le L132.8 là, que je vous citais, c'est ce qu'on appelle aussi la loi Guesso ou l'action directe. Donc c'est pour ça que voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut. Ça peut être une vraie faiblesse en termes de trésorerie. On pensait gagner, bah, finalement on perd, on paye 2 fois. Donc dommage. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais contrôler effectivement sa sous-traitance. Un sous-traitant, il faut vérifier que c'est bien lui qui a fait l'opération. Parce qu'il n'a pas le droit de sous-traiter. Et puis derrière, ça vous permet d'être sûr aussi que bah, vous n'allez pas prendre le risque de payer 2 fois. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment, vous voyez, des choses à mettre en place pour garantir la rentabilité et le succès de votre sous-traitance. Pour simplement finir, je vous ai affiché ici 12 idées que vous pouvez, donc dans lesquelles vous pouvez piocher. Hein, je vous invite à y réfléchir chez vous. Mais de vous dire, bon, bah, effectivement, si demain je veux mettre en place une relation avec un partenaire sous-traitant et que je cherche de la disponibilité en été, parce que c'est vrai que c'est toujours ces périodes compliquées que j'en ai besoin. Je cherche aussi du prix, je cherche aussi de la flexibilité, enfin tout ce qu'on cherche quand on veut sous-traiter. Bah, c'est d'arriver à mettre en place certaines choses. Et je ne vous cache pas, tout à l'heure je vous parlais de contractualiser votre sous-traitance, mais quand je vous parle de contractualiser la sous-traitance, gros avantage que ça peut apporter à un sous-traitant, d'avoir un contrat signé, c'est quand il va négocier ses financements de véhicules à la banque. J'ai un contrat signé avec un tel qui est un acteur majeur. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui sont à mettre dans votre SWOT, dans votre balance force, faiblesse, opportunité, menace, et qui pourraient vous permettre effectivement de mieux sous-traiter, ou en tout cas de tirer un bénéfice de la sous-traitance correctement réalisée. Voilà. Alors après, donc là, c'est 12 pistes de réflexion qui avaient été émises par la Chambre de commerce internationale à un moment pour améliorer la relation client-fournisseur, que j'ai un peu adapté pour le monde du transport. Et donc voilà, donc, vous avez des idées qui peuvent vous permettre d'améliorer la relation avec vos sous-traitants, et parmi lesquels vous pourrez piocher. Voilà, bah écoutez, merci de votre attention. Et donc je suis à votre écoute pour les questions. Excellent, merci beaucoup Stéphane. Oui, je me tourne vers nos participants, alors n'hésitez pas, voilà, profitez, posez vos questions. Bonjour. Bonjour. Quand vous dites devoir de conseil au client, si le client refuse le conseil, ça se passe comment? Ah bah, alors, ce que je vous recommande dans cette hypothèse-là, c'est effectivement de le noter. Je prends un exemple tout bête. Le client qui refuse un parking sécurisé ou qui refuse une assurance complémentaire. Voilà. Mettez-le par écrit. Voilà. Monsieur le client, il n'y a aucun problème, on va vous faire votre transport. Nous vous avons proposé les options suivantes que vous n'avez pas souhaitées. Donc là, oui, mais vous avez intérêt à le notifier. Merci. Je vous en prie. Bonjour Stéphane, on a beaucoup parlé donc de la sous-traitance dans un cadre plutôt régulier et contractualisé. Quid de l'affrètement spot? Est-ce que on a exactement les mêmes obligations? Je pense notamment au fait du sous-traitant de fournir sa licence, ou du moins au commissionnaire de les demander licence, attestation URSSAF, etc. Quand on est sur de l'affrètement spot, on est très réactif et parfois on a envoyé la confirmation d'affrètement qu'on n'a pas encore reçu les documents, et que ça se trouve on ne les recevra pas, ou est-ce que notre obligation s'arrête au simple fait de les demander? Alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé cet aspect-là, oui, vous avez raison de le signaler. Oui, effectivement, quand on est sur ces obligations de devoir de vigilance, c'est quand on a un montant contractuel supérieur à 5 000 €. Donc, si vous êtes sur une opération spot, vous ne posez pas la question. Vous pouvez le faire sans lui demander le cabis et l'URSSAF. Par contre, si c'est un sous-traitant que vous utilisez depuis 6 mois et que vous, sur l'ensemble du contrat, ça y est, vous êtes en train de dépasser les 5 000 €, cette obligation arrive. Donc, c'est vrai qu'il faut être vigilant par rapport à ça, quand même.
Si j'ai un détournement de fret, justement, avec un transporteur que je connais ni d'Ève ni d'Adam, mais qui s'est manifesté pour organiser le transport, et du coup, j'ai un chiffre inférieur à 5 000 €, Ouais. et que j'ai pas sa licence, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne vous ai pas parlé, c'était juste le CABIS et l'URSSAF. La licence, alors là, par contre, je vous invite systématiquement à le demander. Et par contre, si vous n'avez pas, parce que le gars vous l'envoie pas ou quoi qu'est-ce, etc., vous avez un site internet, vous prenez Google, vous tapez dedans registre transporteur, vous allez voir, vous avez le lien sur écologie.gouv.fr et vous avez par département, et donc là vous pouvez vérifier, et vous avez le tableau PDF de tous les transporteurs de France, que vous pouvez même télécharger en Excel si ça vous amuse de traiter les données. Et avec dedans le nom du gestionnaire de transport, donc celui qui a la capacité, et le nombre de licences du transporteur. Et licence communautaire, alors 2 tonnes 5 plus de 3 tonnes 5, et licence intérieure de transport intérieur moins de 3 tonnes 5. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez vérifier, mais très facilement. Donc vous mettez en place un ordre d'affrètement parce que c'est une bourse, parce que c'est un truc, c'est rapide, il faut le faire, etc. Sincèrement, connectez-vous. Vous pouvez vérifier, vous appelez le gars, vous dites oui, alors tu bosses bien avec machin qui est le gestionnaire de transport. Oui, 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 tout à fait. Ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais tu roules en poids lourd alors que tu as des licences de transport intérieur, c'est bizarre. Vous voyez. Donc ça vous permet déjà d'avoir tout de suite un peu un cadre et de vous poser les bonnes questions. Mais je vous invite à le faire. Merci. Voilà. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si le sous-traitant ne respecte pas le délai de préavis, le commissionnaire de transport, quel recours il peut avoir? Alors, c'est un peu comme si le commissionnaire ne respecte pas le préavis, c'est-à-dire que le seul recours qu'on a, c'est la demande de dommages-intérêts. Donc, c'est vrai que en soi, ça veut dire un procès, en soi, ça veut dire des complications. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, hein, pour le sous-traitant, quand il vous fait le procès, c'est qu'il veut gagner des millions. Pour vous, ce sera un peu moins. Mais vous pouvez tout à fait envisager de dire, bah, le sous-traitant, il m'a planté du jour au lendemain, j'ai dû mettre en place des express pour débloquer la situation. Vous avez parfaitement le droit d'aller devant le juge pour dire, bon, bah voilà, il m'a planté du délai de préavis. Moi, pendant ce préavis, bah, il a fallu que je mette en place des express et des choses comme ça pour réaliser les opérations qui me sont confiées par mon client. Donc, je veux qu'il me paye la différence. Et ça, alors, pour information, c'est des procès que j'ai déjà gagnés. Voilà. Donc, on peut le faire. D'accord, merci. Je vous en prie. On parle donc de paiement à 30 jours. Dans la pratique, dans les mœurs, il se peut que les factures soient bloquées parce que soit il n'y a pas eu les palettes d'échange qui ont été rendues, ou soit le sous-traitant n'a pas fourni la preuve, la CMR, de la réalisation du transport. Il me semble que légalement, c'est une pratique qui ne doit pas être faite. Pourtant, c'est une réelle pratique. Et je voulais savoir si c'est une réelle pratique au point que, bon, on met tous notre mouchoir dessus et ça fonctionne comme ça, ou est-ce que, non, le cadre est clair et c'est pas entendable. Alors, je vais vous le dire très clair. Le cadre est très clair et aujourd'hui, c'est pas entendable. Pourquoi je vous dis ça? Alors pareil, hein, je vais vous envoyer sur le site internet du ministère, mais vous tapez sanctions délai de paiement sur internet, vous allez tomber sur le site de la DGCCRF avec toutes les sanctions qui sont en train de tomber, mais c'est toutes les semaines, hein. Ils sont en contrôle là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est 2 millions d'euros d'amende à partir du moment où vous dépassez le délai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les inspecteurs, pour eux, c'est du pain béni. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune autre preuve à rapporter que celle que vous avez dépassé le délai. Et je vous promets que dans le transport, ça tape. Donc, soyez extrêmement prudents avec ça. Moi, je le dis, hein, quand je contractualise, effectivement, je peux mettre dans un contrat, vous devez m'envoyer votre facture avec la preuve comme quoi vous avez effectué la prestation, donc la CMR. OK. Donc là, effectivement, si vous l'avez contractualisé, vous l'avez mis noir sur blanc, vous l'avez mis dans votre ordre d'affrètement, vous l'avez mis... À la limite, c'est entendable. Mais il ne faut pas que ce soit une pratique. Ah bah non, moi, je ne paye pas tant que je n'ai pas reçu l'intégralité des CMR. Il y a 2000 trucs, je n'ai pas reçu avec, donc vous me les renvoyez avec cette fois-ci le truc agrafé. En 4 exemplaires et 17 validations. Ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Voilà. Ouais, je vous invite vraiment à regarder, hein, parce que là, il y a une grosse condamnation qui tombe toutes les semaines. D'accord. Merci. Et pardon, je n'ai pas parlé des palettes échanges, qui sont un sujet, mon Dieu.
Mais mon Dieu. Et là, ouais, mais ça, il n'y a rien de pire que ça, parce que je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, dans la tête des gens, la palette est devenue consignée, alors qu'elle n'a rien de consigné, hein, la palette. Je vous rappelle, la consigne, c'est que vous donnez une somme d'argent au départ pour dire le jour où je vous la rends, vous me rendez mon argent. Ça n'existe pas dans le transport et dans la palette. Donc la palette consignée n'existe pas. Les palettes Europe, la meilleure preuve que je peux vous fournir, c'est que vous les échangez en France, mais dès que vous partez à l'international, ça ne s'échange plus. Enfin voilà quoi, donc bon, c'est des choses où effectivement, si vous mettez en place de la palette échange avec vos sous-traitants, mettez-le obligatoirement par écrit. Si je vous prends le contrat type, article 6, sur l'échange des palettes, les palettes ne sont, enfin les supports, hein, c'est marqué comme ça, ne sont ni consignés, ni pris en location par le transporteur, et n'auront lieu ni à échange, ni à conservation, enfin je ne sais plus comment c'est marqué, mais enfin, le truc à l'article 6.6 du contrat type général est extrêmement clair. Et le retour des supports de charge vide fait l'objet d'un contrat de transport distinct, donc autre opération de transport, autre facturation. Enfin, je veux dire, le jour où on rentre véritablement dans l'application des contrats types, donc quand on veut sortir du contrat type, on a le droit, mais il faut mettre en place un contrat écrit. Donc soit il y a un contrat écrit et c'est votre contrat qui prévaut sur tout le reste, soit vous n'avez rien écrit et c'est le contrat type qu'on applique donc avec cette histoire de palette. Excusez-moi, je vous ai coupé tout à l'heure. Pas de mal, merci. Alors, peut-être une dernière question. Non. Bah, écoutez, En tout très cas, bien, merci beaucoup. s'il y a des questions ou quoi, vous avez vu dans la présentation, vous avez mes coordonnées à la fin, donc n'hésitez pas, et, ce sera avec plaisir. Alors, je rappelle que le replay de ce webinaire ainsi que le support de présentation vont être mis sur notre site internet. Au préalable, je vais diffuser les liens dans les actualités TRM qui apparaissent tous les jeudis et puis après dans l'espace adhérent du site web TLF. Encore une fois, merci pour votre participation et Stéphane, c'était génial. Bon, bah, merci beaucoup Olga pour votre initiative en tout cas.